Mon petit ami m'a demandé en mariage dans le restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous et la serveuse a dit « De retour, la troisième est la bonne ». Je me suis figée, main à mi-chemin de Dominique était à genoux, tenant la boîte de la bague, mais son visage était devenu complètement pâle. La serveuse a immédiatement réalisé son erreur et a pratiquement couru vers la cuisine sans dire un mot de plus. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par la troisième fois? Ma voix est sortie plus tranchante que je ne l'aurais voulu. Il s'est levé lentement et a refermé la boîte de la bague avec un claquement sec. Confuse, elle pense probablement à quelqu'un d'autre, mais je connaissais cette serveuse. Elle s'appelait Pamela et elle nous avait servi lors de notre véritable premier rendez-vous il y a 3 ans. Elle se souvenait de chaque client régulier qui franchissait ses... Je me suis excusée pour aller aux toilettes, mais je suis allée directement à la cuisine. Pamela était penchée sur l'évier de la plonge, l'air complètement mortifié. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous vouliez dire, l'ai-je supplié. Elle a secoué la tête rapidement. Je ne peux vraiment pas, je vais perdre mon emploi. J'ai commencé à pleurer là, au milieu des stations de préparation. Il est sur le point de devenir mon mari, je mérite de connaître la vérité. Pamela a regardé autour d'elle nerveusement, puis a pris son téléphone portable. Elle a fait défiler les photos et m'en a montré une dizaine. Dominique était assis exactement à notre table avec une femme complètement différente. Blonde, absolument magnifique, portant exactement la robe que j'économisais pour... Il l'a demandé en mariage juste là, a chuchoté Pamela. Elle a dit non. Puis 2 semaines plus tard, il a amené une autre femme, brune, magnifique, et elle a aussi dit non. Mes jambes ont presque lâché. Il a demandé en mariage des femmes au hasard dans notre restaurant. Pamela a acquiescé misérablement. La même table à chaque fois, le même discours sur le sort et le destin. La même bague, je m'en souviens seulement parce qu'il donne de très bons pourboires et demande toujours le canapé d'angle romantique. Je suis retournée à notre table avec l'impression d'être sous l'eau. Dominique tremblait maintenant et vérifiait constamment son téléphone tout en regardant vers la cuisine. Quand il m'a vu, son visage s'est éclairé de cette expression pleine d'espoir qui faisait autrefois palpiter mon cœur et qui maintenant me donnait la nausée. Tout va bien, chérie? Je me suis assise et j'ai souri doucement. En fait, je pensais, avant de te donner ma réponse, raconte-moi encore l'histoire de cette bague. Il a commencé son discours répété sur l'héritage de sa grand-mère, transmis de génération en génération et gardé pour quelqu'un de vraiment spécial. J'ai écouté chaque mot poli, puis j'ai pris mon téléphone et je lui ai montré la photo de Pamela. Son visage s'est effondré comme un bâtiment en cours de démolition. Je peux expliquer. J'ai demandé quelle partie, la blonde d'il y a 6 semaines ou la brune d'il y a 2 semaines. Il a semblé réellement offensé. Ces relations ne fonctionnaient pas, mais toi tu es différente. C'est avec toi que je veux vraiment me marier. Et donc, je suis ton 3e choix. Il a dit techniquement oui, mais pas de la manière dont tu le penses. Les tables autour de nous sont devenues silencieuses. Tout le monde regardait maintenant. Je me suis levée lentement et j'ai pris la boîte de la bague de ses doigts tremblants. Il a semblé momentanément plein d'espoir jusqu'à ce que je marche vers la porte de la cuisine. J'ai appelé Pamela. Elle est apparue, l'air terrifiée. C'est pour vous, ai-je annoncé assez fort pour que tout le restaurant entende. Apparemment, c'est un précieux héritage familial qu'il utilise pour demander des femmes en mariage dans cet établissement. Vous avez déjà été témoin de 3 demandes maintenant. Peut-être que la 4e sera la bonne. Le restaurant a explosé d'en haut. Dominique a bondi, criant que j'étais dramatique et ridicule. Pamela est restée paralysée, tenant la boîte de la bague. Une dame âgée à la table d'à côté s'est levée majestueusement et a jeté son vin cabernet directement au visage de Dominique. C'est pour chaque femme que vous avez manipulé, espèce de pitoyable excuse d'homme. Son mari a commencé un applaudissement lent qui s'est propagé dans la salle. Dominique s'est enfui avec du merlot coulant sur sa chemise de marque, tandis que je me rasseyais calmement et commandais un gâteau au chocolat avec un fourrage crémeux. Pamela m'a apporté le dessert le plus cher du menu, totalement gratuit, et elle m'a donné son numéro de téléphone en chuchotant que son frère était célibataire. Il méritait vraiment une femme bien. C'était il y a 8 mois. Maintenant je sors avec son frère et il me traite comme si j'avais placé la lune dans le ciel. Nous visitons ce restaurant chaque mois et Pamela nous réserve toujours le canapé d'angle romantique. Elle m'a raconté que Dominique avait essayé de revenir une fois. Le gérant l'avait personnellement escorté dehors et l'avait banni définitivement. La bague s'est avérée être de l'oxyde de zirconium valant $40. Pamela la lui a renvoyé par courrier recommandé avec une note disant la 3e n'était pas la bonne. J'ai cadré ce reçu. Le mois dernier, la femme blonde est revenue au restaurant et a appris tout ce qui s'était passé. Elle a éclaté de rire et a payé des verres à Pamela. Apparemment, elle s'épanouit maintenant et est fiancée à quelqu'un qui n'a demandé qu'elle en mariage. En réalité, je suis manipulatrice et toxique, bien que je prétende être innocente. Je fais cela depuis l'âge de 8 ans, lorsque j'ai réalisé que pleurer devant ma mère me sauvait de la punition, que sourire au professeur leur faisait oublier que je n'avais pas fait mes devoirs et que jouer l'idiote convainquait les autres enfants de faire mes travaux de groupe pendant que j'en tirais tout le mérite. Au collège, j'avais déjà perfectionné le système et je savais exactement ce que chaque personne voulait entendre. Mes amis pensaient que j'étais leur ange au cœur pur qui savait toujours comment les remonter, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je les trouvais épuisants. Et chaque fois que quelqu'un venait pleurer auprès de moi pour ses problèmes, j'avais envie de hurler, mais je prenais mon air inquiet, je leur frottais le dos et je disais tout ce qu'il fallait. Au lycée, je suis devenue intouchable. J'avais un groupe de 6 amis qui m'adoraient et m'appelaient mon petit cœur parce que j'étais si douce et innocente. Je disparaissais pendant des semaines dès que je m'ennuyais, puis je revenais avec une histoire élaborée de drame familial et elles me prenaient dans leurs bras en s'excusant de ne pas m'avoir contacté plus tôt. Les professeurs m'aimaient encore plus car je me portais volontaire pour tout, je souriais constamment et je jouais le rôle de l'élève parfaite. Quand j'ai été prise à tricher lors d'un examen de maths en seconde, j'ai pleuré en disant que j'étais très stressée par le divorce de mes parents et mon professeur de maths m'a en fait présenté ses excuses alors que mes parents n'étaient même pas divorcés. Je ne ressentais rien par rapport à tout cela, ni culpabilité, ni honte, juste ce calcul constant de ce qui me bénéficierait le plus. Puis en terminale, une fille a été transférée dans notre école. Elle était calme, s'asseyait dans le coin au fond et ne parlait presque à personne. Naturellement, j'y ai vu une opportunité, une nouvelle, sans amis, probablement désespérée d'avoir quelqu'un de gentil avec elle. J'ai fait ma routine habituelle, je me suis assise à côté d'elle au déjeuner, je l'ai interrogée sur son ancienne école, j'ai proposé de lui faire visiter les lieux, mais elle hochait simplement la tête et donnait des réponses d'un seul mot. C'était frustrant, mes astuces ne fonctionnaient pas et après 2 semaines d'essai, j'ai décidé qu'elle n'en valait pas la peine. Mais alors quelque chose d'étrange s'est produit. Elle a commencé à m'observer, pas de manière évidente, mais je la surprenais à me fixer pendant les cours. Et quand je jouais mon acte d'innocente avec d'autres personnes, je pouvais sentir ses yeux sur moi, ce qui me mettait mal à l'aise d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Un jour, à la bibliothèque, je faisais mon spectacle pour notre professeur d'anglais, les yeux embués et la voix tremblante, lui disant que ma grand-mère était à l'hôpital. Je devais manquer une présentation. La professeure y croyait complètement, me frottant l'épaule et me disant de prendre tout le temps dont j'avais besoin. C'est alors que la nouvelle est passée devant notre table, s'est arrêtée et est restée là à me fixer. Après le départ de la professeure, elle a tiré la chaise devant moi et elle n'a rien dit au début, m'a juste regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Puis elle a dit 7 mots qui ont glacé mon sang. Ta grand-mère est morte l'année dernière. Tu te souviens? Mon esprit s'est vidé car j'avais déjà utilisé l'excuse de la grand-mère malade plusieurs fois auparavant et je lui en avais même parlé lors de l'une de mes fausses tentatives de créer des liens par le trauma la première semaine de son arrivée, mais j'avais complètement oublié. J'ai essayé de me rattraper, j'ai commencé à dire quelque chose sur mon autre grand-mère, mais elle a simplement secoué la tête et a dit doucement: je t'observe depuis 3 mois. La façon dont tu pleures sur commande, comment tu changes de personnalité selon à qui tu parles, comment tu disparais pour tes amis et ils t'acceptent simplement en retour. Je sais ce que tu es. Mon cœur battait fort. Personne ne m'avait jamais démasqué auparavant. Personne n'avait jamais vu clair dans mon jeu. Est-ce que tu vas le dire aux gens? Ai-je demandé et ma voix est sortie petite et vraie pour la première fois. Elle a étudié mon visage pendant un long moment et a finalement dit non parce que j'étais exactement comme toi et je sais ce que c'est que de se perdre si complètement
qu'on n'arrive plus à retrouver son chemin. Elle s'est levée, a pris son sac et est partie. C'est tout. Elle ne m'a pas menacée, n'a rien exigé, m'a juste laissée assise là avec le poids d'être véritablement vue pour la première fois de ma vie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'elle avait dit sur le fait de se perdre. J'avais toujours cru que je contrôlais tout, que je manipulais tout le monde. Mais allongée là à 3 heures du matin, j'ai réalisé que je ne savais même plus qui j'étais vraiment. Le lendemain matin, je suis allée à l'école plus tôt, espérant la trouver. J'avais besoin de lui parler pour lui demander comment elle avait arrêté, comment elle s'était retrouvée, mais elle n'était pas là. J'ai vérifié ses endroits habituels, j'ai demandé autour de moi, personne ne savait où elle était. J'ai découvert au secrétariat qu'elle avait changé d'école pendant le week-end. Tout simplement, elle était partie. C'était il y a 8 mois et je pratique encore la manipulation parfois. Cela arrive automatiquement maintenant, comme respirer. Mais ces paroles sont restées en moi. Chaque fois que je commence à jouer la comédie, j'entends sa voix dire: je sais ce que tu es. Je ne sais pas si je retrouverai mon vrai moi, mais j'y pense tous les jours. Quand est-ce qu'une punition a eu l'effet inverse en votre faveur? Flash McQueen est la raison pour laquelle j'ai mis une fille enceinte. J'ai perdu un pari contre mon colocataire B et j'ai dû porter des baskets Flash McQueen à tous mes cours pendant une semaine entière. Ce n'étaient pas des chaussures discrètes, elles étaient rouges vifs avec des éclairs jaunes et s'allumaient à chaque pas. Elles étaient conçues pour des enfants de 6 ans, mais Bailey en a trouvé de taille adulte sur Alibaba. Les roues, en plastique au talon, produisaient un bruit de frottement sur les trottoirs du campus qu'il était impossible d'ignorer. Le pari était simple et j'ai été un idiot de l'accepter. Bailey a dit qu'il pourrait manger 20 paquets de sauce piquante du réfectoire sans boire d'eau. J'ai dit impossible, car ce truc pourrait décaper de la peinture. Il l'a fait en maintenant un contact visuel tout le temps, comme un mangeur de compétition dérangé. Son visage est devenu violet et des larmes coulaient sur ses joues, mais il n'a jamais touché au verre d'eau et maintenant j'étais coincé. À porter des chaussures qui appartenaient à la salle d'attente d'un pédiatre. Lundi matin, je les ai mises et j'ai voulu demander mon transfert. La première personne qui m'a vu était un gars de mon cours d'économie qui s'est littéralement arrêté de marcher pour prendre une photo. Quand je suis arrivé à la salle de classe, une petite foule s'était formée derrière moi, écoutant les roues racler le béton. Je me suis assis au dernier rang, espérant que personne ne le remarquerait, mais les chaussures s'allumaient chaque fois que je bougeais. Ma professeure s'est arrêtée au milieu de sa phrase quand je suis arrivé en retard au cours de psychologie mardi. Elle a regardé mes pieds pendant environ 10 secondes avant de me demander si je faisais une crise. Toute la classe s'est retournée et quelqu'un a applaudi. Je voulais expliquer pour le pari, mais cela aurait aggravé les choses. Une fille au premier rang me filmait et je savais que j'en serais. Mercredi a été le moment où les choses vont vraiment mal tourner. Je mangeais seul au réfectoire quand un groupe de gars d'une fraternité a entouré ma table et a commencé à crier à plusieurs reprises en frappant du poing sur la table. L'un d'eux a ricané. Il a demandé si j'avais besoin d'aide pour trouver ma maman. Un autre a proposé de me pousser dans les escaliers pour utiliser les roues. J'ai continué à manger mon sandwich en faisant semblant de ne pas les entendre et mon visage brûlait. Jeudi, tout le campus savait. Pour le gars de Flash McQueen, les gens criaient des citations du film quand je passais et quelqu'un avait fait un TikTok de moi, montant les escaliers de la bibliothèque avec la légende « Je suis la vitesse, mais triste », qui avait déjà 30 000 vues. Bailey adorait chaque seconde et m'envoyait des captures d'écran de gens se moquant de moi. Il disait que c'était parfait. Vendredi après-midi, je me cachais au fond de la bibliothèque quand quelqu'un s'est assis en face de moi. C'était Ina, une fille de mon cours d'écriture créative qui portait toujours des t-shirts de vieux groupes et avait des mèches violettes. J'avais un faible pour elle tout le semestre, mais jamais le courage de lui parler. Elle a regardé mes chaussures et a dit: c'est la chose la plus audacieuse que j'ai vue sur ce campus en 4 ans. J'ai cru qu'elle était sarcastique, mais elle était sérieuse. Elle a dit que tout le monde essayait tellement de s'intégrer que voir quelqu'un porter des Flash McQueen était rafraîchissant. Elle a demandé si c'était une déclaration sur le refus de grandir. J'ai dit que c'était pour ne pas me prendre au sérieux. Nous avons discuté pendant 3 heures de tout, des mauvais films d'enfance à notre haine pour les étudiants en lettres prétentieux. Elle disait combien de confiance il fallait pour porter ses chaussures et que la plupart des gars préféreraient mourir que de... Quand la bibliothèque fermait, elle a écrit son numéro sur ma main pour qu'elle puisse apprécier les chaussures ailleurs. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un bowling. Elle portait un sweat des Tortues Ninja et nous avons fait des blagues nostalgiques. Quand elle m'a embrassé, elle a dit que c'était parce que j'étais le seul gars assez intéressant pour porter ça avec assurance. Nous sommes ensemble depuis 3 mois et elle pense toujours que c'était un choix. La meilleure partie a été la tête de lit. Quand je l'ai amenée à l'appartement, elle portait mes chaussures Flash McQueen et sa propre paire de Buzz l'éclair. B a bégayé sur le fait que c'était une punition. Ina a demandé de quel pari il parlait et j'ai haussé les épaules. En ce moment, j'écris ceci sur le sol de la salle de bain parce que le test de grossesse d'Ina a affiché 2 lignes. Je n'aurais jamais dû faire un catch-up avec mes enfants liquides en elle. Ma famille a dépensé 47 $ pour moi à Noël dernier, alors cette année j'ai dépensé 47 $ pour eux tous ensemble. À chaque Noël, je dépense environ 200 $ par personne pour mes parents et mes frères et sœurs, et à chaque Noël, je reçois des ordures en retour. Cette année, ma sœur m'a envoyé un message avec un lien vers un sac de créateur à 400 $ en disant juste au cas où tu aurais besoin d'idées. Et mon frère m'a demandé de lui acheter la console de jeux vidéo en rupture de stock que tout le monde veut. J'ai failli commencer à la chercher avant que quelque chose en moi ne se brise tout simplement. J'ai pris mes relevés bancaires et j'ai calculé ce que j'avais dépensé l'année dernière, puis j'ai pris les cadeaux que j'avais reçus et je les ai posés sur mon lit. Une bougie en solde à 4 $ avec l'étiquette de prix encore dessus, offerte par ma sœur. Rien de la part de mon frère parce qu'il a oublié ma carte cadeau et n'en a plus jamais reparlé. Un cadre photo recyclé de ma mère avec la photo d'un inconnu encore à l'intérieur et un billet de vin que mon père m'a tendu comme si j'étais un valet. J'ai dépensé plus de 800 $ et j'en ai reçu 47 et j'ai décidé que cette année serait différente. Je suis allé au magasin tout à 1 $ avec un niveau de mesquinerie que je ne me connaissais pas. J'ai trouvé une triste bougie votive qui sentait la vanille synthétique pour exactement 1 $ et j'ai laissé l'étiquette de prix devant. J'ai pris un cadre photo bon marché avec une photo générique de mannequin faisant semblant d'être une famille. J'ai pris une carte vierge et j'ai écrit bon pour un cadeau à l'intérieur pour mon frère. Je suis rentré chez moi satisfait. Puis mon téléphone a vibré avec un message de ma sœur qui disait: as-tu déjà trouvé le sac parce qu'il se vend vite et j'ai vraiment besoin spécifiquement de la couleur crème. Toute culpabilité que j'aurais pu avoir a disparu instantanément. J'ai répondu que je cherchais encore. 3 jours plus tard, mon frère m'a appelé et m'a dit: hey, j'espère que tu sais que je suis sérieux pour cette console parce que j'ai dit à tous mes amis que j'allais la voir et ils sont super jaloux. Je lui ai dit que j'y travaillais et il a répondu super parce que j'ai déjà promis à mon ami qu'il pourrait venir l'essayer le soir de Noël. Mon père m'a envoyé par email une liste d'outils électriques dont les prix variaient entre 50 et 300 $ et a écrit n'importe lequel de ceux-ci fera l'affaire comme s'il passait commande dans un restaurant. Ma mère m'a appelé la semaine avant Noël et m'a dit: ta sœur a mentionné que tu allais lui offrir ce sac crème et je veux juste que tu saches que j'aimerais aussi un beau sac à main si tu fais déjà des courses. Je lui ai dit que je verrais ce que je pourrais faire. Elle a dit: tu es un si bon fils, tu as toujours été le plus généreux. J'ai emballé les cadeaux du magasin à 1 $ dans du beau papier avec des nœuds parfaits car la présentation compte. Je les ai empilés dans mon placard et j'ai attendu. Nous nous sommes réunis dans le salon de mes parents avec le sapin illuminé et tout le monde en pyjama.
l'air excité. Ma sœur a été la première et a déchiré le cadeau avec un sourire avide qui a disparu à la seconde où elle a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle a soulevé une bougie votive avec une étiquette de $1 devant et a dit: c'est quoi ce bordel? Je lui ai dit que c'était une bougie exactement comme celle qu'elle m'avait offerte l'année dernière. Elle a regardé ma mère comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un arrange ça. Ma mère a ouvert le sien ensuite et a sorti le cadre photo avec la photo générique encore à l'intérieur. Et son visage s'est tordu quand elle a dit: ah, pourquoi y a-t-il des inconnus dans mon cadre photo? Je lui ai dit qu'elle pouvait y mettre sa propre photo quand elle le voulait. La même chose qu'elle m'avait dite l'année dernière. Mon frère a ouvert la carte et a trouvé le bon. Et son visage est devenu rouge quand il a dit: où est ma console? Ce n'est pas drôle. Je lui ai dit que j'avais oublié de l'acheter, mais que je l'enverrai certainement plus tard. Promis. Il a dit: mon ami vient ici ce soir pour jouer. Qu'est-ce que je dois lui dire? J'ai haussé les épaules. Je me suis dirigé vers mon père. Je lui ai tendu un billet de 20 et je l'ai remercié pour tout ce qu'il fait. Il a fixé le billet dans sa main comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. La pièce est devenue complètement silencieuse pendant environ 3 secondes, puis tout a explosé d'un coup. Ma sœur a jeté la bougie contre le mur si fort qu'elle s'est brisée et a crié: tu es fou et tu as besoin d'une aide professionnelle immédiatement. Mon frère s'est levé, a renversé sa chaise et a hurlé: tu viens de m'humilier devant tout le monde que je connais. Tu comprends ça? Ma mère a commencé à sangloter dans ses mains et a dit: tu as détruit cette famille tout seul et grand-mère se retournerait dans sa tombe si elle pouvait voir ce que tu es devenu. Mon père a pointé son doigt vers mon visage et a dit: je n'ai pas passé 20 ans à t'élever pour qu'on me manque de respect dans ma propre maison. Le seul jour qui devrait être consacré à la famille. Ma sœur faisait les 100 pas, s'est arrêtée et a crié: qui tient le score des cadeaux de Noël comme une sorte de comptable fou. Je me suis assis et j'ai attendu que tout le monde ait fini. Puis j'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti une feuille de calcul que j'avais imprimée, montrant exactement ce que chacun d'eux m'avait donné au cours des 5 dernières années par rapport à ce que j'avais dépensé pour eux. J'ai lu les totaux à haute voix. J'avais dépensé $4 847 et reçu 291. Et cela inclut les billets de 20 de papa chaque année. La pièce est redevenue silencieuse. Ma mère a arraché le papier de ma main, l'a regardé et a dit: tenir une feuille de calcul des cadeaux de Noël est sincèrement la chose la plus perturbante que j'ai jamais vue de toute ma vie. Mon père a pris son portefeuille, a sorti 2 billets de $100 et les a jetés à mes pieds sans dire un mot. Après que mon fils de 11 ans et moi avons été percutés par un conducteur ivre, j'ai écrit dans le groupe de discussion familiale: nous sommes à l'hôpital, vivants, mais aucune réponse. Ils postèrent des selfies du brunch d'anniversaire de ma nièce, mais personne n'est venu. 3 jours plus tard, j'ai reçu 48 appels manqués et un message de papa: réponds maintenant, on a besoin de toi. J'ai répondu et j'ai écouté. Mon fils Oliver et moi rentrions de son entraînement de football un samedi après-midi lorsqu'un camion a grillé un feu rouge et a percuté le côté conducteur de notre voiture. Je me souviens du bruit du métal écrasé et du verre brisé. Je me souviens d'Oliver criant mon nom et puis tout est devenu noir. Je me suis réveillée à l'hôpital avec la clavicule cassée, 3 côtes fracturées et une commotion cérébrale. Oliver avait un bras cassé et des coupures sur tout le visage à cause des éclats de verre. Nous étions vivants, mais de justesse. Le médecin a dit que nous avions eu de la chance de survivre, mais cela ne ressemblait pas à de la chance. Dès que j'ai été assez cohérente pour utiliser mon téléphone, j'ai envoyé un message au groupe familial. Mes parents, mes 2 sœurs et mon frère étaient dans le groupe. Oliver et moi avons été percutés par un conducteur ivre, vivant, mais chambre 412 au mémorial. Puis j'ai attendu une réponse. Des heures ont passé et aucune réponse, aucun appel, rien. J'ai pensé qu'ils ne l'avaient peut-être pas encore vu. J'ai alors ouvert les réseaux sociaux et vu les photos. Toute ma famille était à un brunch pour célébrer l'anniversaire de ma nièce. Des visages souriants, des coupes de champagne levées, un énorme gâteau avec des bougies. Ma mère a posté rien de plus important que le temps en famille avec un emoji cœur. L'heure de la publication était 2 heures après mon message. Ils l'avaient vu, ils avaient choisi de l'ignorer. Mon fils et moi avons passé 3 jours seuls dans cet hôpital. Les infirmières nous ont apporté des pots de pudding supplémentaires parce qu'elles avaient pitié que personne ne nous rende visite. Oliver m'a demandé pourquoi papy et mamie n'étaient pas venus le voir. Je lui ai dit qu'ils étaient probablement occupés. Il a 11 ans et il savait que Le 3e jour, mon téléphone a explosé. 48 appels manqués, des messages de tout le monde, puis un message de mon père: réponds maintenant, on a besoin de toi. J'étais encore dans mon lit d'hôpital avec mon fils endormi à côté de moi quand j'ai rappelé. Mon père a répondu à la première sonnerie. Sa voix était frénétique et paniquée. Enfin, on a besoin que tu viennes à la maison immédiatement. Nous avons une situation. J'ai failli rire. Je suis à l'hôpital. Tu te souviens de l'accident de voiture il y a 3 jours? Silence à l'autre bout du fil. Puis, c'est plus important. Ta mère fait une crise en ce moment. J'ai demandé quel genre de crise pouvait être plus importante. Plus importante que sa fille et son petit-fils percutés par un conducteur ivre. C'est alors que j'ai entendu ma mère pleurer bruyamment en arrière-plan et mon père a tout expliqué. Ma sœur Francine venait d'annoncer qu'elle allait divorcer. Son mari la trompait depuis 2 ans et ma mère était dévastée. Parce que la grande fête d'anniversaire qu'ils organisaient serait embarrassante maintenant. Ils avaient besoin que je vienne pour calmer tout le monde. Ils avaient besoin que je sois la pacificatrice, comme toujours. Ils avaient besoin que je répare tout, comme je le faisais toujours. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit lentement. Mon fils et moi avons failli être tués il y a 3 jours. Nous sommes seuls dans cet hôpital avec des os cassés et des points de suture. Aucun de vous n'est venu nous voir et maintenant vous appelez 48 fois parce que Francine va divorcer et que maman est contrariée par une fête. Mon père a bégayé. Quand tu le présentes comme ça, c'est exactement ce que c'est. Vous avez ignoré une urgence parce que vous ne vouliez pas rater le brunch. Et maintenant vous attendez que je sorte de mon lit d'hôpital pour gérer les sentiments de maman. Ma mère a pris le téléphone. Tu es dramatique, tu as dit que vous étiez vivant, on savait que vous alliez bien. J'ai dit c'est différent. Mon fils a demandé pourquoi ses grands-parents ne sont pas venus le voir. Il a 47 points de suture sur le visage et il a cru que vous ne l'aimiez plus. Elle a fait une pause. Si tu avais rendu la chose plus sérieuse, nous serions venus. Tu as dit ça n'avait pas l'air si grave. J'ai raccroché sans un mot de plus. Je les ai tous bloqués. Quand nous sommes sortis, j'ai emmené Oliver à la maison. Nous avons commandé une pizza et regardé des films ensemble. Je lui ai dit que parfois les gens montrent qui ils sont vraiment et qu'il faut les croire. Une semaine plus tard, mon père s'est présenté à ma porte. Il exigeait de savoir pourquoi je ne retournais pas les appels. Je lui ai dit à travers la porte fermée que j'avais fini. J'en ai fini d'être la réparatrice de la famille, fini d'être ignorée quand j'avais besoin d'aide et convoquée quand ils avaient besoin de moi. Fini de faire semblant que nous étions proches alors qu'ils ne pouvaient pas rendre visite à leur propre petit-fils à l'hôpital. Il m'a traité d'ingrate et d'égoïste. Je n'ai pas ouvert la porte. C'était il y a 6 mois et les cicatrices d'Oliver guérissent bien. Les miennes aussi. Nous avons construit notre propre famille avec des amis qui se sont vraiment présentés comme ma famille biologique ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait de mal, mais je connais enfin ma propre valeur et j'ai fini d'accepter moins que ce que je mérite. J'ai raconté 47 blagues en 45 minutes pendant que mon meilleur ami était sous une voiture. Quand j'avais 7 ans, mon père est mort et j'ai raconté une blague toc-toc à ses funérailles parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. C'est mon mécanisme de défense depuis lors. Le stress frappe et les blagues sortent de moi comme un réflexe que je ne peux pas contrôler. Et ce ne sont pas de bonnes blagues, ce sont les pires blagues que vous
vous ayez jamais entendu. Des professeurs m'ont déjà envoyé chez le directeur à cause de ça. J'ai été suspendu une fois parce que la mère de ma professeure est morte. Et quand elle est revenue, j'ai dit, je suis désolé pour votre perte. Je suppose qu'on peut dire qu'elle est au fond du trou maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. L'expression est sortie toute seule avec un double sens. Elle a pleuré et j'ai été renvoyé chez moi pour 3 jours. Ma mère m'a emmené voir 3 thérapeutes différents pour essayer de me réparer. L'un a dit que c'était une réponse au traumatisme. Un autre a dit que c'était un comportement d'évitement et le troisième a abandonné. Après que j'ai fait une blague sur son divorce pendant notre séance, ma première petite amie a rompu avec moi parce qu'elle faisait une crise de panique à propos des inscriptions à l'université et j'ai dit, chérie, je sais que tu es stressée, mais tu vas certainement être acceptée pour ce que tu es. Elle m'a bloqué partout et a dit à toute l'école que j'étais un malade. L'entraîneur m'a laissé sur le banc pendant toute une saison parce que nous avons perdu le championnat de 2 points et pendant que tout le monde pleurait, j'ai dit, eh bien, au moins nous ne nous sommes pas fait d'ennemis aujourd'hui. Ma mère s'est assise avec moi après ça et m'a supplié d'arrêter. Tu gâches ta vie avec ça, tu as perdu des amis, des copines, des opportunités. S'il te plaît, sois normal juste une fois. J'ai beaucoup essayé, mais quand le stress frappe, c'est comme un barrage qui se rompt et les blagues inondent tout, que je le veuille ou non. Mon meilleur ami, Kendrick, a été la seule personne qui est restée à mes côtés. Nous sommes inséparables depuis le CE2 quand il a frappé un garçon qui m'avait appelé le garçon des funérailles. Il pense que mes blagues sont les pires choses qu'il ait jamais entendues, mais il me défend quand même et c'est comme ça qu'il gère les choses. Laissez-le tranquille. Nous faisions tout ensemble, y compris travailler sur cette vieille voiture que son grand-père lui a laissée. Kendrick passait tout le week-end dessous pendant que je lui passais des outils et racontait des blagues et il me lançait des clés à la tête. Comment appelle-t-on une voiture qui ne démarre pas? Une catamobile. Il a dit, je vais te tuer. J'ai continué. Qu'est-ce qu'une voiture porte pour avoir chaud? Un cardigan. Lance-moi la clé à douille pour que je te frappe avec. Nous étions dans son allée le mois dernier à travailler sur la voiture pendant que ses parents étaient hors de la ville. Kendrick était sous le châssis et je tenais la lampe de poche. Quand j'ai entendu un bruit de métal qui grince, le cric a glissé, la voiture est tombée et Kendrick a crié comme je n'avais jamais entendu personne crier auparavant. J'ai couru pour le voir coincé de la taille aux pieds avec du sang qui se répandait sur le béton. J'ai essayé de soulever la voiture et elle n'a pas bougé. Les parents de Kendrick étaient sortis, mon téléphone était à l'intérieur et je ne pouvais pas le laisser pour chercher de l'aide. J'ai crié pour appeler les voisins, mais personne n'est venu. Kendrick respirait vite et devenait pâle et ses yeux commençaient à se révulser. Hé, reste éveillé, regarde-moi. Il a dit, ça fait tellement mal, je suis si fatigué. Il entrait en état de choc et je ne savais pas quoi faire et alors ma bouche s'est ouverte. Hé, Kendrick, comment appelle-t-on une voiture qui tombe sur toi? Ses yeux se sont ouverts soudainement. Tu es sérieux là? J'ai dit, une déception écrasante. Il a répondu, je suis littéralement en train de mourir et tu racontes des blagues. J'ai demandé, quel est le repas préféré d'une voiture? Il a dit, le petit déjeuner. Je l'ai corrigé, le petit débrayage. Il a dit, je te hais plus que je n'ai jamais haï personne. J'ai demandé, pourquoi la voiture a-t-elle postulé pour un emploi? Elle voulait arrêter d'être si crevée. Il a dit, s'il te plaît, arrête, je t'en supplie. Mais ses yeux étaient ouverts et il était en colère au lieu de s'évanouir. Alors j'ai continué. Comment appelle-t-on une voiture qui fait une dépression nerveuse? Une perte totale. Il a parlé plus fort. Je vais te hanter. Je vais mourir juste pour te hanter. J'ai dit, tu ne peux pas mourir, tu me dois encore 20 balles. Il riait, pleurait et me criait dessus tout en même temps. Chaque fois que ses yeux commençaient à se fermer, j'en lâchais une autre. Pourquoi la voiture est-elle allée chez le psy? Trop de panne. Quel genre de voiture conduit un mouton? Une Mercedes? Celle-là n'était même pas sur la situation de l'accident. Comment appelle-t-on une voiture sans pneus? Littéralement ta voiture maintenant. Il a crié, je vais te tuer. C'était 45 minutes des pires blagues que j'ai jamais racontées jusqu'à ce qu'enfin une voisine entre dans son allée et nous voit. Elle a appelé les secours et m'a aidé à soulever la voiture assez pour le traîner dehors. Je suis allé dans l'ambulance en racontant encore des blagues parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Le médecin est sorti 3 heures plus tard et m'a dit que Kendrick avait perdu beaucoup de sang. Il a dit que si Kendrick avait perdu conscience, sa tension artérielle aurait chuté et il se serait vidé de son sang avant que l'aide n'arrive. La seule raison pour laquelle il est resté éveillé était parce qu'il était furieux à cause des blagues. Sa colère l'a littéralement maintenu en vie. Kendrick boite de façon permanente maintenant et a une cicatrice qui va de la hanche au genou. La première chose qu'il a dite quand il s'est... Mon cousin envieux m'a giflé à la porte du tribunal, m'a étranglé et m'a frappé tout en crachant animal immonde, honte de la famille. Mon père s'est contenté de regarder. 5 minutes plus tard, il a été stupéfait de me voir assise dans le fauteuil du juge. Je n'ai jamais dit à ma famille que j'avais fait des études de droit. Je ne leur ai jamais dit que j'avais réussi l'examen du barreau. Je ne leur ai jamais dit que j'avais passé 10 ans à gravir les échelons jusqu'à devenir l'une des plus jeunes juges de l'État. Ils ne méritaient rien savoir de ma vie. En grandissant, j'étais l'exclue de la famille. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans et mon père s'est remarié avec une femme qui détestait tout chez moi. Elle a amené son propre fils au mariage, mon cousin Dominique, et à partir de ce jour-là, je suis devenue complètement invisible. Chaque réussite que j'obtenais était balayée, chaque prix que je gagnais était ignoré, chaque bulletin avec des notes maximales était mis de côté, tandis que les notes médiocres de Dominique étaient célébrées comme s'il avait remporté le prix Nobel. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour l'université, mon père a dit que c'était probablement une erreur administrative. Quand j'ai été diplômée major de ma promotion, il n'a pas pris la peine de venir. Quand j'ai été acceptée en faculté de droit, j'ai arrêté de tout leur raconter. J'ai déménagé à l'autre bout de l'État et j'ai construit ma vie en silence. Pendant 15 ans, je n'ai eu aucun contact avec aucun d'entre eux. Puis le mois dernier, j'ai reçu un dossier qui m'a glacé le sang. Dominique était accusé d'agression, de fraude et de détournement de fonds. Il gérait une fausse organisation caritative, volant des dons destinés aux vétérans handicapés. Lorsqu'une bénévole l'a confronté au sujet de la disparition des fonds, il l'a battue au point qu'elle a eu besoin d'une chirurgie reconstructrice. L'affaire a été attribuée à mon tribunal. J'aurais dû me récuser, mais n'importe quel juge analysant cette affaire verrait Dominique exactement tel qu'il était. Je n'allais pas le traiter différemment de n'importe quel autre prévenu. Le matin de l'audience, je suis arrivée tôt comme toujours. Je me suis garée sur le parking des juges et je suis entrée par l'arrière. Je suis ressortie par l'avant pour prendre un café quand je les ai vus. Mon père, ma belle-mère et Dominique dans un costume coûteux, l'air arrogant comme d'habitude. Ils ne m'ont pas reconnu au début. 15 ans changent une personne. Mais alors ma belle-mère a plissé les yeux et son visage s'est tordu dans ce mépris familier. C'est toi? Je n'ai pas répondu. Je suis juste restée là à regarder la reconnaissance se propager sur leur visage. Dominique a fait un pas en avant, le mépris dans les yeux. La honte de la famille montre enfin son visage. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu nettoies les toilettes? Avant que je ne puisse répondre, il m'a donné une violente gifle au visage. Mon café a volé au loin. Puis ses mains ont entouré ma gorge, serrant tandis qu'il me crachait dessus. Animal immonde, honte de la famille, tu aurais dû rester loin pour toujours. La sécurité ne s'en était pas encore rendu compte. Et mon père est resté là à regarder, les bras croisés, sans aider, regardant simplement comme il le faisait toujours quand je souffrais. Un agent de sécurité a fini par accourir et a dégagé Dominique de moi. Il l'a menotté là sur les marches du tribunal. Tu sais qui je suis? A hurlé Dominique. J'ai une audience dans 10 minutes. Mon avocat va te retirer ton ligne. Le garde m'a regardé avec inquiétude. Madame, ça va? Avez-vous besoin de soins médicaux? J'ajustais mon chemisier et ramassais calmement mon gobelet de café renversé. Je vais bien, s'il vous plaît. Emmenez monsieur Dominique à la salle d'audience 4. Son audience est sur le point de commencer. Dominique a ri. Tu crois que tu vas y assister? Il ne laisse pas entrer les sans-abri dans le tribunal, ma chérie. Je suis retournée à l'intérieur par l'entrée principale. Le garde a suivi avec Dominique menotté. Mon père et ma belle-mère venaient derrière, confus. Je suis passée par les portes réservées au personnel autorisé. Je suis entrée dans mon cabinet, j'ai mis ma robe, j'ai pris mes dossiers et je suis entrée dans la salle d'audience par l'entrée du juge. L'expression sur leur visage quand je me suis assise dans le fauteuil du juge a valu chaque moment de souffrance qu'ils m'ont causé. Mon père en est resté bouche bée, ma belle-mère a agrippé son bras comme si elle allait s'évanouir. Dominique est devenu pâle comme un fantôme. Tout le monde debout. L'honorable juge Ria préside. J'ai regardé Dominique, toujours menotté à cause de l'agression sur les marches du tribunal. Une juge en exercice. Monsieur Dominique, ai-je dit calmement. Vous faites maintenant face à des accusations supplémentaires d'agression sur un magistrat. Votre caution est révoquée et vous resterez en détention jusqu'au procès et à la corruption. Son avocat a déposé des requêtes d'urgence, mais tout a été capté par les caméras de sécurité du tribunal. Chaque mot. Animal immonde, honte de la famille. Le procès a duré 3 jours. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Je l'ai condamné à 15 ans. Mon père a essayé de m'approcher après. J'ai demandé à la sécurité de l'escorter dehors. Certaines
Certaines familles sont choisies, à d'autres on survit. J'ai survécu à la mienne, puis je me suis assurée que justice soit faite. Ma mère ne m'a pas seulement abandonnée, elle est revenue des années plus tard en exigeant que je paie pour les enfants par lesquels elle m'avait remplacée. Quand j'ai refusé, elle m'a attaqué devant ma porte et c'est ainsi que mes voisins ont découvert les gyrophares de la police et que ma mère a découvert les menottes. Elle m'a eu à 20 ans, sans père. Mes grands-parents l'ont aidée à s'en sortir et je croyais que cela signifiait que nous étions inséparables. Puis elle s'est mariée avec mon beau-père quand j'avais 8 ans et j'ai commencé à apprendre ce qu'une nouvelle famille signifiait réellement. Il n'était pas ouvertement cruel, il la laissait simplement choisir à chaque fois. Quand les jumeaux sont nés, j'avais 16 ans. Ma mère m'a fait asseoir pour discuter avec cette fausse voix douce et elle a dit que l'argent manquait et que la maison était trop stressante. Puis elle a dit tout haut ce qu'elle aurait dû garder pour elle. Nous devons économiser nos ressources pour les enfants qui le méritent. Je me suis proposée pour travailler, pour aider avec les bébés, pour être plus discrète, mais elle ne voulait plus de silence. Elle voulait que je parte. Ils ne m'ont donné ni plan ni endroit où aller. Ils ont juste poussé jusqu'à ce que mon orgueil fasse le reste. Je suis donc partie avec un sac poubelle et je suis allée vivre chez mes grands-parents. Mes grands-parents étaient en colère, mais ils n'ont pas rompu les liens avec elle. Ils voulaient toujours voir les jumeaux et je n'allais pas les punir d'aimer tous leurs petits-enfants. J'ai appris à voir ma mère rendre visite à la maison et à peine me regarder. Elle semblait plus heureuse sans moi et cela faisait plus mal que les mots. Après cela, j'ai payé pour ma propre vie comme si c'était une punition. Ma mère et mon beau-père ont refusé de se porter garant pour mes prêts étudiants parce qu'ils économisaient pour les jumeaux. Mon oncle a signé à leur place et j'ai travaillé pendant mes études pour tenir ma promesse envers lui. À ma remise de diplôme, mes grands-parents sont venus, mais pas ma mère. J'ai coupé les ponts après cela. Des années n'ont passé et j'ai quand même construit ma carrière. J'ai été promue à un poste pour lequel j'ai donné mon sang et je l'ai dit à mon oncle parce qu'il m'avait aidé quand personne d'autre ne l'avait fait. Il a croisé ma mère lors d'un événement familial et lui a dit de me contacter. Elle l'a fait, non pas pour s'excuser, mais pour réclamer. Elle s'est présentée chez moi avec mon beau-père comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais, elle a dit nous avons entendu parler de ta promotion. Puis mon beau-père a essayé de me réprimander. Nous sommes déçus que tu n'aies jamais repris contact. Ma mère m'a reproché d'être immature à l'époque et elle a dit que j'aurais dû comprendre les priorités. Elle a qualifié ma version adolescente de trop envahissante et agaçante, comme si cela justifiait de m'effacer. Puis elle en est venue au fait. Leur entreprise avait fait faillite et les jumeaux étaient en âge d'aller à l'université. Elle a souri et a dit tu peux te racheter et leurs frais de scolarité. J'ai désigné la porte. Non. Elle, alors tu me punis d'être mère? J'ai répondu tu as cessé d'être ma mère quand c'est devenu encombrant. Ils ont essayé la culpabilité, les sacrifices, m'ont traité d'ingrate, mon beau-père m'a traité de dramatique. J'ai pris mon téléphone et j'ai dit sortez ou j'appelle la police. Ils sont partis, mais ma mère a continué à parler comme si elle pouvait intimider la réalité. Elle a alors commencé à harceler ma vie avec des emails provenant de nouvelles adresses, listant tout ce qu'elle avait fait pour moi. Puis elle s'est présentée à mon lieu de travail et a refusé de partir. La réceptionniste m'a appelé, paniquée, parce que ma mère exigeait de me voir. Je lui ai dit au téléphone si tu fais une scène à mon travail, je te poursuis. Cela l'a finalement fait reculer. Pendant une semaine, j'ai cru que cela avait fonctionné. Mais ensuite, je suis rentrée chez moi et je l'ai vu attendre devant ma porte. Ses bras étaient croisés, son visage était illuminé par la colère. Je lui ai dit de partir et j'ai levé mon téléphone. D'abord, elle a couru, puis elle s'est jetée contre moi de toutes ses forces. Ensuite, mon téléphone a volé sur le trottoir. Après cela, mon dos a frappé le sol violemment. Puis, elle a porté des coups, m'insultant, essayant de m'immobiliser à nouveau. Elle frappait comme si je lui devais aussi mon corps. J'ai roulé, j'ai saisi ses poignets. Puis, je l'ai repoussé et je me suis mise à genoux. Ensuite, mon voisin a crié arrête. Après cela, des mains l'ont tiré en arrière et l'ont maintenu au sol. Puis, les sirènes ont couvert les cris. Finalement, les policiers l'ont relevé alors qu'elle criait encore. Je me suis assise sur les marches, tremblante, pendant qu'ils prenaient ma déposition. Ma mère continuait de me reprocher de ruiner sa vie, comme si j'étais responsable de ses choix. J'ai regardé le policier et j'ai dit je veux porter plainte. Mon avocat m'a aidé à déposer une demande d'ordonnance de protection le lendemain matin. Après cela, tout ce qu'elle avait construit a commencé à s'effondrer. Mon beau-père a payé sa caution, puis est parti avec les jumeaux pour s'installer chez ses parents. Même mes grands-parents ont dit qu'ils en avaient assez de lire. Et j'ai commencé à planifier un déménagement parce que je ne vais pas attendre. Ma mère voulait de l'argent et du contrôle. Elle voulait que je cède comme je l'avais fait à 16 ans, mais au lieu de cela, elle a reçu des papiers du tribunal. J'ai obtenu Mes parents voulaient que ma sœur entre dans l'allée avant moi lors de mon mariage. Alors mon mari a fait semblant d'être d'accord. Il les a poussés à payer pour le mariage le plus cher de tous les temps et leur plan a été ruiné. Durant toute ma croissance, pour mes 16 ans, je voulais une fête au bowling avec 10 amis, peut-être $200 au total, mais une semaine avant, Vanessa a décidé que sa fête de 16 ans, d'il y a 2 ans n'avait pas été assez bien et qu'elle avait besoin d'une nouvelle séance photo. Ma mère s'est assise avec moi 3 jours avant mon anniversaire. Ma chérie, nous allons reporter ta fête. Vanessa a trouvé un photographe incroyable, mais il n'est disponible que ce week-end. Ils ont dépensé $800 pour sa séance photo et mon anniversaire s'est passé au Olive Garden juste avec eux pour un total de $100 pour boire. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec d'excellentes notes, ils ont acheté une Honda Civic pour Vanessa parce qu'elle se sentait exclue. Par ma réussite, j'ai reçu une carte cadeau Visa de $50. Avançons de 6 ans. J'ai rencontré Jake dans un café et 2 ans plus tard, il m'a demandé en mariage. Nous avions prévu un mariage civil pour $300, suivi d'un voyage en voiture vers Big Sur. Quand nous avons envoyé notre annonce, mes parents ont exigé de rencontrer Jake. À la seconde où nous sommes entrés, Vanessa était assise sur le canapé avec un sourire arrogant. Papa ne nous a même pas salués. Nous devons discuter de la situation. J'ai demandé quelle situation. Ma mère a dit Vanessa elle devrait se marier en premier et comme cela n'arrivera pas, elle va avant toi en blanc. Oui, vous ne pouvez pas être sérieux. Elle a continué. Nous allons aussi lui acheter un petit gâteau. Vous partagerez le photographe. Jake a serré ma main très fort. Puis-je vous parler en privé? Ils m'ont envoyé à la cuisine et 25 minutes plus tard, Jake est revenu en souriant. Ils vont tout payer maintenant. J'ai demandé quoi? Il a dit je leur ai dit que tu voulais plaire à tout le monde et que tu serais trop reconnaissante pour t'y opposer. Ils ont adoré l'idée. Je l'ai dévisagé. Tu les aides à me tendre un piège. Il a dit nous allons vider leur compte en banque et Vanessa n'entrera nulle part. Pendant 3 mois, Jake a joué le gendre parfait. À chaque réunion avec les prestataires, nous choisissions l'option la moins chère. À la pâtisserie, Jake restait modeste. Le lendemain, il y emmenait Vanessa, la laissait goûter et mentionnait à quel point nous voulions le gâteau de luxe, mais que nous ne pouvions pas nous le permettre. Elle appelait nos parents. Ils vont prendre de la qualité de supermarché, c'est honteux. 2 jours plus tard, maman appelait. Prenez ce que vous voulez vraiment. Nous avons fait cela pour tout. Le photographe est passé de 800 à 4200$, les fleurs de 200 à 2800$. Le surclassement de la salle a coûté $6000 de plus. Le buffet est passé du poulet au filet mignon et au A. Notre mariage de $3000 est devenu un mariage à $47000, chaque centime venant d'eux. Jake a également engagé un agent de sécurité sans le dire à personne, un professionnel. Une seule instruction, une femme en robe blanche essaiera d'entrer. Ne la laissez pas. Le jour du mariage est arrivé et ma demoiselle d'honneur m'a montré le message de Vanessa à 5 minutes, tellement excitée. À l'entrée, papa vérifiait sa montre. La marche nuptiale a commencé et je suis entrée. Son visage est devenu complètement blanc. Tu n'es pas... Ouais, son téléphone a sonné. Le nom de Vanessa est apparu. Il y a eu un imprévu. A-t-il grommelé et il s'est éloigné de moi. Les invités ont ri. Mon amie Sarah s'est levée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'abandonne-t-il? J'ai laissé ma voix trembler. Il a dit que ce n'était pas censé être. La salle a explosé. Le téléphone de maman a sonné et elle a couru vers le parking. Le père de Jake a couru et a pris mon bras. On y va? J'ai marché vers l'hôtel tandis que le chaos explosait dehors. Des amis nous ont tout raconté. Vanessa est arrivée dans une robe de bal blanche à $2000 et le vigile l'a arrêtée. Vous n'êtes pas sur la liste. Je n'ai qu'une consigne. Personne en blanc sauf la mariée. Mes parents sont arrivés en hurlant. Jake a promis qu'elle pourrait entrer. Jake est sorti calmement. J'ai promis quoi? Montrez-moi un seul message où j'ai dit silence total. Le visage de papa est devenu violet. Maman pleurait et Vanessa s'est assise sur le trottoir en hurlant et en donnant des coups de pied comme une enfant. Le vigile a menacé d'appeler la police et mes parents ont dû traîner Vanessa jusqu'à la voiture. Le lendemain, elle a envoyé toi et ton mari serpent m'avez humilié.
Jake a pris des captures d'écran de tout et les a envoyées à la famille. Aidez-nous, il nous harcèle parce que nous avons refusé que Vanessa porte du blanc. Ma tante a appelé maman et l'a démoli. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux depuis 6 mois et nous sommes à Rome pour la lune de miel qu'ils ont accidentellement payée. Les voisins ont ri de ma demande de réparation de la route, alors j'ai construit un poste de péage et j'ai facturé le double. J'ai hérité de la propriété de mon grand-père il y a 12 ans, 23 acres de terre avec une ferme et une route d'accès pavée qui va de l'autoroute principale directement à travers ma propriété. Derrière mes terres se trouve un lotissement fermé appelé Kensington Estates. Il y a 12 manoirs avec des avocats, des chirurgiens, des cadres de la technologie. Le genre de gens qui conduisent dans des voitures qui coûtent plus cher que ma maison. Le problème, leur entrée officielle se connecte à une route secondaire sinueuse qui ajoute 15 minutes à leur trajet. Ma route coupe directement vers l'autoroute. Et depuis 20 ans, même avant que j'hérite de la propriété, ces voisins utilisèrent la route de mon grand-père comme leur raccourci personnel. Il ne s'est jamais plaint, il était trop gentil. Mais je ne suis pas mon grand-père. Le trafic augmentait chaque année. 12 résidences sont devenues 24 voitures, qui sont devenues un flux constant. Des voitures de sport, des camions de livraison desservant les manoirs, tous fonçant à travers ma propriété comme s'il s'agissait d'une voie publique. La route a commencé à s'effondrer, des nids de poules se sont formés, des fissures se sont propagées, le système de drainage a échoué, la réparer correctement coûterait $6 000. J'ai calculé que si chaque famille contribuait à hauteur de $500, les personnes qui détruisaient réellement la route couvriraient les réparations. Cela semblait juste. J'ai assisté à la réunion de l'association des propriétaires pour faire ma demande. Je me suis bien habillé, j'ai apporté de la documentation, j'ai été poli, mais ils ont ri de moi. Jeffrey Whitmore, le président de l'association, s'est adossé à sa chaise et a souri avec dédain. Cette route est utilisée depuis 2 décennies. C'est essentiellement un accès public maintenant. Nous avons des droits de servitude par prescription. Réparez-la vous-même ou non. De toute façon, nous ne paierons pas un centime, a ajouté sa femme. Vendez peut-être un peu de vos terres si vous ne pouvez pas vous permettre l'entretien, mon chéri. La salle a ri. Je suis parti sans rien dire de plus. Le lendemain matin, j'ai engagé un géomètre agréé et j'ai payé $800 pour une évaluation complète de la propriété avec documentation légale. Les résultats étaient magnifiques. La route était à 100% sur la propriété de mon titre. Il n'y avait aucune servitude enregistrée. Aucun droit de prescription n'avait été légalement établi. 20 ans d'utilisation ne signifiait rien parce que mon grand-père n'avait jamais accordé l'accès formellement. C'était ma route privée, complète, légale et absolue. J'ai consulté une avocate en immobilier et elle a confirmé que je pouvais restreindre l'accès totalement ou faire payer le passage. J'ai choisi la deuxième option. J'ai dépensé $4 000 pour installer un système de péage automatisé professionnel, une barrière en acier, un boîtier de commande alimenté par l'énergie solaire, un lecteur de carte de crédit avec paiement sans contact et une signalisation professionnelle. Route à péage privé, frais pour les non-résidents, $50 par entrée. Je l'ai mis en service le lundi matin et l'heure de pointe a été magnifique. Jeffrey Whitmore est arrivé le premier dans sa Mercedes à 7h15. Il s'est arrêté à la barrière qui est restée fermement abaissée. Il a klaxonné et rien ne s'est passé. Il a baissé la vitre et a regardé le terminal de paiement comme si l'appareil avait insulté personnellement ses ancêtres. J'ai regardé depuis mon Porsche en buvant du café. Il a fini par passer sa carte de crédit et la machine a bipé. La barrière s'est levée, il a accéléré, le visage violet de rage. Ching ching. La voiture suivante est arrivée, même confusion, même paiement éventuel. Ching. À 8h du matin, j'avais traité 11 véhicules. À 9h du matin, la police est arrivée. Jeffrey les avait appelés prétendant que je bloquais illégalement une voie publique. Le policier a examiné mes documents d'arpentage, le titre de ma propriété et la lettre de l'avocate confirmant mes droits. Il est retourné vers la file croissante de véhicules de luxe et a rendu le verdict. C'est sa propriété privée, il n'y a pas de servitude enregistrée. Vous pouvez payer le péage ou utiliser l'itinéraire alternatif. Jeffrey a crié à propos d'avocats, de procès, de connaître des gens importants. Le policier a haussé les épaules. Réglez ça avec un juge, monsieur. En attendant, c'est légal. Ils ont payé, ils ont tous payé. 12 résidences avec une moyenne de 2 voyages par jour à $50 chacun. Cela fait $1 200 par jour, plus de $36 000 par mois. J'ai baissé le prix à $25 après le premier mois. Je ne suis pas sans cœur, juste un entrepreneur. Ils ont quand même essayé de se battre devant les tribunaux. 3 avocats différents, 2 requêtes judiciaires, toutes rejetées. L'argument de la servitude par prescription a échoué parce que mon grand-père avait placé des panneaux de propriété privée pendant des décennies. L'utilisation n'était pas incontestée. Ils ont proposé d'acheter la route et j'ai refusé. Ils ont proposé de payer les $500 originaux chacun et j'ai ri. Chasse maintenant sa carte de crédit 2 fois par jour, tout en évitant le contact visuel avec ma caméra de sécurité. J'ai utilisé les revenus du péage de la première année pour repaver complètement la route. Qualité professionnelle, drainage parfait, lisse comme du verre. J'ai ajouté un deuxième péage à la sortie, $10 pour sortir. Mes voisins financent littéralement ma retraite anticipée et chaque matin je m'assois sur mon Porsche, je bois mon café et j'écoute le beau son de la barrière qui se lève. Mon père a donné son restaurant à ma sœur au lieu de moi en disant « Elle est mon avenir, tu n'es qu'un idiot de serveur ». J'ai démissionné le lendemain matin. Des années plus tard, je possède 3 établissements et ma sœur a littéralement réduit le sien en cendres. J'avais 17 ans quand j'ai commencé à travailler dans le restaurant italien de mon père, non pas parce qu'il me l'avait demandé, mais parce que j'aimais cet endroit plus que tout. J'ai récuré les sols, nettoyé les tables, épluché de l'ail jusqu'à ce que mes doigts craquent et saignent. À 21 ans, je dirigeais la cuisine les vendredis et samedis soirs, j'ai refait la carte, apporté un four à bois avec mes propres économies et doublé nos recettes de week-end en 8 mois. Mon père n'a jamais dit merci, pas une seule fois. Ma sœur Adriana venait peut-être 2 fois par mois pour poser pour des photos Instagram derrière le comptoir. Elle ne savait pas distinguer le basilic du persil. Elle a fait brûler de l'eau une fois, laissant littéralement une casserole vide sur le feu jusqu'à ce qu'elle se déforme. Mais elle était la petite princesse à son papa, elle l'a toujours été. Le soir où il a fait l'annonce, nous fermions après un service de samedi complet. Je venais de terminer un quart de 16h. Mon père nous a appelés dans son bureau. J'ai pris une décision concernant le restaurant, a-t-il dit. Quand je prendrai ma retraite, c'est Adriana qui prendra la relève. J'ai ri parce que je pensais qu'il plaisantait, mais ce n'était pas le cas. Elle est mon avenir, a-t-il dit, en me regardant droit dans les yeux. Tu n'es qu'un idiot de serveur. Adriana n'a même pas scié. Elle a souri et a examiné ses ongles comme si elle le savait depuis toujours. Papa, j'ai construit cette carte. J'ai formé tous les cuisiniers dans cette cuisine. Je suis ici tous les jours. Il a répondu. Adriana a son diplôme en gestion. Elle comprend le branding, les réseaux sociaux, des choses que tu ne comprendrais jamais parce que tu es trop occupé à jouer au chef. J'ai regardé ma sœur. Elle a haussé les épaules. Il a raison, tu es bon en cuisine. Mais gérer une entreprise est différent. Je suis parti et je suis rentré directement chez moi. Le lendemain matin, j'ai laissé mes clés sur le comptoir avec un mot disant bonne chance. Je n'ai pas répondu aux appels pendant 3 semaines. J'ai déménagé à 2 heures de là avec $600 et un sac à dos. J'ai été embauché comme cuisinier de ligne dans un grill où personne ne connaissait mon nom. J'ai fait des doubles services tous les jours. J'ai économisé chaque centime et j'ai étudié la gestion de restaurant le soir. 2 ans plus tard, j'ai ouvert mon premier établissement, un petit bistrot de 12 tables dans un centre commercial. La nourriture était incroyable parce que c'était tout ce que je savais faire. Cuisiner avec tout ce que j'avais. La nouvelle s'est répandue rapidement et un critique gastronomique a qualifié mes côtes levées braisées de transformatrices. Et soudain, il y avait des files d'attente à la porte. J'ai
J'ai ouvert ma deuxième unité 14 mois plus tard. Un vrai restaurant avec de vraies nappes et une carte des vins que j'ai bâti moi-même. Mon père l'a appris par des parents et m'a appelé pour la première fois depuis des années. Aide ta sœur, le restaurant a des problèmes. J'ai répondu. Je pensais qu'elle était ton avenir, je ne suis qu'un idiot de serveur, tu te souviens? Il a raccroché. J'ai ouvert ma troisième unité au printemps dernier. Un rooftop en centre-ville avec un menu dégustation du chef et une liste d'attente de 6 semaines. Pendant ce temps, le restaurant de mon père mourait. Adriana avait changé la carte pour une cuisine fusion moderne qui n'avait aucun goût. Elle avait licencié le personnel expérimenté pour le remplacer par des amis d'université qui ne savaient même pas tenir un couteau. Les inspections sanitaires ont commencé à échouer. Les habitués ont cessé de venir. Mon père a hypothéqué la maison pour garder les portes ouvertes. Puis, il y a 3 mois, mon téléphone a sonné à 2h du matin. C'était mon cousin. Le restaurant de ton père a brûlé. Je me suis redressé dans mon lit. Que s'est-il passé? Il a dit. Adriana a laissé la friteuse allumée pendant la nuit et toute la cuisine a pris feu. Le bâtiment est détruit. Personne n'a été blessé. Mais le restaurant que mon grand-père avait construit de rien en 1974 a été réduit en cendres. L'assurance n'a pas couvert les dégâts parce qu'Adriana avait laissé la police expirer 6 mois auparavant. Mon père a tout perdu. Le restaurant, sa maison, sa retraite, tout a disparu. Tout a disparu parce qu'il a confié son héritage à quelqu'un qui ne se souvenait pas d'éteindre une friteuse. Il s'est présenté à mon établissement du centre-ville la semaine dernière et je l'ai à peine reconnu. Il paraissait 20 ans de plus, debout dans mon hall, son chapeau à la main. J'ai besoin d'aide, a-t-il chuchoté. Je n'ai nulle part où aller. Je l'ai fait asseoir et je lui ai apporté un plat de la recette originale de sa mère que j'ai conservé sur tous les menus que j'ai écrits. Il a pris une bouchée et s'est mis à pleurer. Cela a exactement le goût de sa cuisine. Je sais, ai-je répondu. Je l'ai appris dans ta cuisine, celle pour laquelle tu as dit que j'étais trop idiot pour la gérer. Il ne pouvait pas me regarder. J'avais tort sur toute la ligne. Oui, ai-je dit, tu avais tort. Je lui ai donné un emploi, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, même quand ils ne font pas la même chose pour vous. Il fait la plonge maintenant dans ma première unité, le petit bistrot de 12 tables. Il arrive tôt, repart tard et ne se plaint jamais. Parfois, je le surprends à me regarder travailler sur la ligne avec une expression sur le visage, comme s'il me voyait pour la première fois. Adriana n'a parlé à aucun d'entre nous depuis l'incendie. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle vendait des produits de soins de la peau en ligne. Certaines choses ne s'apprennent tout simplement pas.